Pourquoi l'adolescent maugrét-il, s'enferme-t-il dans des grognements plutôt qu'il ne parle? C'est la question que posent beaucoup de parents, que vous posez, et qui est posée systématiquement par tous ceux qui se chargent des adolescents, au point où ils parlent, pour parler de la période de sa vie, d'âge bête. L'âge des grognements plutôt que des discours, l'âge des mots qui ne veulent rien dire, l'âge des rires intempestifs, l'âge des sourires qui se masquent, un âge bête, dit-on. En fait, derrière l'âge bête, il y a une crise entre ce que l'enfant a dans la tête, a dans le meuble, dans l'esprit, ce qui meuble son esprit, et les mots qu'il utilise pour figer ce qu'il a dans l'esprit. Un décalage entre son lexique et ses pulsions. Ces pulsions sont celles de l'adulte, sont celles d'un grand. Il a pour les dire les mots du tout petit. Il a pour dire ce qu'il a dans l'esprit, les mots de Goldorak. Et ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. D'où une perte de confiance dans les mots. Cette perte de confiance dans le lexique qui traduirait normalement ce qu'il a dans la tête et dont il se sent incapable, entraîne aussi avec elle une autre perte de confiance. La perte de confiance qu'il a en la capacité de ses parents à assumer le rôle qu'il leur avait prescrit. Un enfant prescrit un rôle à ses parents. Il les identifie à une fonction. Il leur donne une importance qu'ils n'ont pas. Et les parents jouent et sont déterminés par ce rôle. Ils sont le père quand ils se comportent comme le père, tel que l'enfant en parle. Ils sont la mère belle et douce quand ils se conforment à ce que l'enfant dit de sa mère qui est belle et douce. Mais à l'adolescence, quand commence la crise, l'enfant perçoit que ses parents ne sont pas conformes à ce qu'ils sont représentés. Ils sont dans une usurpation à prétendre l'être. La crise adolescente commence par une défiance par rapport au lexique et une défiance par rapport aux figures parentales. On dit classiquement deuil des imagoparentaux. C'est pas un deuil des imagoparentaux, c'est une perte des imagoparentaux. Les images parentales qui sont nées dans l'enfance, qui se sont enfouies dans l'enfance au très profond, tout d'un coup n'ont plus de support pour les incarner. Le parent n'est plus crédible dans le rôle qui lui était assigné. Cette perte de sensibilité et de confiance entraîne un bouleversement dans la langue. Les mots pour dire sont des mots instables. Ça va faire naître une chose curieuse, soit un repli dans le silence et dans l'incommunicable, soit le grognement dont on parle souvent, mais aussi à l'inverse, une créativité considérable. Chaque génération d'adolescents réinvente le langage à sa dimension. La langue est produite essentiellement par les adolescents. C'est des adolescents qui la renforment bien plus sûrement, qui la réforment bien plus sûrement que l'Académie française. Les mots pour dire sont des mots qui échappent à l'entendement de l'adolescent. Il entend ces mots et ne les comprend pas toujours, un peu à l'instar des mots de Nerval qui préfigurent ceux de Mallarmé, des mots somptueux qui nous qui résonnent profond en nous et pourtant dont on ne sait pas tout à fait discerner le sens. El desdicado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posylipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour, ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé de la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Cette langue nouvelle, elle l'est aussi pour l'adolescent. Il la met en mots, il la crée avant de la comprendre. Ça crée entre lui et lui une espèce de rupture. L'adolescent est étranger à lui-même. C'est pourquoi Rimbaud affirmait « je est un autre » alors qu'il était encore qu'un adolescent. L'adolescent est étranger à lui. Cette
cassure dans la conscience de soi, cet éloignement de soi et de la conscience d'exister entraîne une sensibilité à l'épreuve de la réalité qui est particulière. Il s'entame plus facilement. Ce qui nous permet d'échapper au contact immédiat du réel, c'est la maîtrise que nous avons de nous, le contact que nous gardons à notre identité. Ce contact est abîmé à l'adolescent. Il ne se reconnaît pas de façon suffisamment stable. Son corps est en variation, en mutation. Il se transforme. Il est aujourd'hui différent de ce qu'il était hier. L'ipséité, c'est un mot un peu barbare pour qualifier la capacité que nous avons de nous reconnaître identiques malgré toutes nos différences, toutes les différences de nos enveloppes corporelles qui ont pu être celles qui opposaient l'enfant, l'adolescent, l'adulte que nous sommes. Cette ipséité qui est la continuité de notre conscience d'exister alors même que nous sommes tous les jours différents est malmenée chez l'adolescent. Ça le laisse très fragile au contact immédiat du réel. Il est beaucoup plus malmené par le contact immédiat au réel que nous le sommes du fait de cette perte d'enracinement en lui-même. Éloigné de lui-même, il est comme une feuille qui se glisse au vent. Il va de droite à gauche, de la tristesse à la joie, d'un éclat de rire et d'un sentiment d'épanouissement à son contraire. Le mal des vivres peut le saisir et se transformer dans les minutes qui suivent en sentiment d'euphorie, comme dans les mots de Barbara. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin, ça se traîne de rive en rive, la gueule au coin. Et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous ensommeille, au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre. Qu'il faut bien vivre, vaille que vivre. On peut le mettre en bandoulière, ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière, ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, un jour qui meurt et un jour qui vient. Qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous les mêmes prières, on fait tous le même chemin. Qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre. On ne peut pas, on ne peut plus. Alors, seul dans le silence, de nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain, on y pense à ceux qui ne sont pas revenus. Et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça se promène de rive en rive, le rire au coin. Et puis le matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous émerveille au creux des reins, la joie de vivre, la joie de vivre. Oh, viens la vivre, ta joie de vivre. La tristesse de l'adolescent, cette conscience malheureuse, c'est l'expression d'une difficulté à ériger en lui une conscience de soi. L'adolescent est perturbé dans la représentation qu'il a de lui-même, comme il est perturbé dans la représentation qu'il a du monde. Cette difficulté à se représenter ce qu'il est le rend particulièrement exposé, l'expose particulièrement à la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est la conscience qui est séquelaire dans le cas de risque de perte de conscience. C'est pourquoi elle a fasciné tellement les existentialistes. On est survivant de la perte de conscience grâce à la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, on s'y agrippe quand on craint que la conscience se délite. On le retrouve dans les états dépressifs majeurs qui sont chargés de culpabilité. On le retrouve chez l'adolescent. Mais l'adolescent peut quelquefois être tellement chargé de mauvaise conscience qu'il en perd le sentiment de pouvoir différencier le bien et le mal. La tristesse qui l'envahit peut le conduire à une position totalement inquiétante au niveau de la capacité à ériger une opposition entre le bien et le mal, comme le dit Verlaine.
sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez tout espoir, dormez toute envie. Je ne vois plus rien, je perds la mémoire. Du mal et du bien, oh, la triste histoire. Je suis un berceau, qu'une main balance au creux d'un caveau. Silence. Silence. L'adolescent se sent facilement coupable, au point quelquefois où il préférera au sentiment de se sentir coupable la réalité de la mauvaise conscience, passer à l'acte, détruire, casser, abîmer, pour savoir enfin de quoi il est coupable, plutôt que de supporter en lui cette mauvaise conscience qui lui vient de la crainte du délitement de la conscience de soi. Cette crise identitaire expose au passage à l'acte et à la transgression. Mais l'adolescent passe à l'acte et transgresse pour s'assurer qu'il est mauvais parce qu'il a la certitude de l'être avant même d'avoir agi d'une manière mauvaise. C'est le trouble qui le menace le plus souvent. Par ailleurs et en parallèle, il y a chez l'adolescent cette perte dont je parlais, perte de représentation parentale. Le parent est instable. Il n'est plus crédible dans le rôle qu'il devait assumer. L'enfant l'identifiait à un monstre sacré. Tout d'un coup, il n'est plus ni un monstre ni sacré. Le besoin qu'il en a pourtant n'a pas diminué chez l'adolescent. Il a besoin de figure parentale qui soit capable d'assumer le rôle qu'il confiait autrefois à ses parents. D'où cette quête insensée de figure parentale de substitution qu'il expose au risque du fanatisme, au risque des manipulations de prosélytes, quels qu'ils soient, politiques ou religieux. Ces parents de substitution, ces idéaux auxquels on croit de façon aveugle, parce qu'on leur fait porter toute cette réassurance parentale dont on pensait enfant être assuré pour toujours, et que l'adolescent sait ne plus pouvoir compter auprès de lui. Cette projection dans des fantasmes, cette exposition à la transgression, expose quelquefois à des mouvements terribles de violence chez l'adolescent. Il peut confier à des fanatiques le soin de représenter pour lui ces figures parentales autrefois incarnées dans ses propres parents. Il peut aussi demander à un groupe d'alter ego, au groupe d'adolescents, d'être ce semblable idéalisé dans lequel il représentait ses parents autrefois. C'est le groupe qui prend alors une position vis-à-vis de lui qui est une position parentale. C'est à ce groupe qu'il est loyal, c'est à ce groupe qu'il se soumet, c'est à ce groupe qu'il confie le soin de lui imposer des normes de comportement, d'attitude et de réaction. Ces ingrédients forment l'explication des passages à l'acte nihiliste. Nihiliste, ces violences aveugles, ces violences terribles dont sont capables quelquefois les adolescents en groupe. Mais elles existent sous une forme plus insidieuse dans la tête de tous les adolescents, même si elles ne sont pas passées à l'acte. C'est des violences qui traduisent une certaine solitude, même quand on est en groupe, du fait d'avoir un manque de sécurité intérieure, de ne pas avoir des images sur lesquelles on puisse projeter cette sécurité qu'autrefois on projetait sur ses parents. Cette solitude qui conduit à la violence, au nihilisme, ce sentiment radical d'être incompris, de ne pas avoir de support auprès de soi, capable de nous réassurer, amène certains adolescents à des nihilismes verbaux, comme ceux de Lautréamont. J'ai vu, pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes, aux épaules étroites, faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent le motif de leur action la gloire. En voyant ce spectacle, j'ai voulu rire comme les autres, mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré
et me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissaient les lèvres. Un instant, j'ai cru mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je ne riais pas. J'ai vu les hommes, à la tête laide, aux yeux terribles, enfoncés dans l'orbite obscure, surpasser la dureté du roc, la rigidité de l'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les trahisons de l'hypocrite, le comédien le plus extraordinaire, la puissance de caractère des prêtres, et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids du monde et du ciel, laisser les moralistes à découvrir leur cœur et faire retomber sur eux la colère implacable d'en haut. L'adolescent est en quête d'images capables de relayer celles de ses parents, capables d'incarner ces représentations parentales intérieures que ses parents ne peuvent plus incarner. C'est d'autant plus massif chez l'adolescent que le parent est lui-même dans un état dans un état difficile, celui d'avoir à assumer cette mauvaise foi dont parle Sartre, de réaliser qu'on n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on prétendait être aux yeux des autres. Il y a une mauvaise foi à la position parentale, c'est-à-dire qu'être parent, c'est assumer le rôle idéal que l'enfant nous prescrit de tenir auprès de lui. Et on sait confusément qu'on n'est pas capable d'être à l'image de ce que l'enfant pense de ce que l'on est. Et puis tout patatras, l'adolescent, le parent réalise, et l'adolescent en même temps, qu'il est même très éloigné de cette image. Le parent se sent coupable et se replie. L'adolescent se sent d'autant plus isolé que son parent se sent coupable. Cet isolement accentue la quête d'une image de substitution. L'adolescent est en quête de figures capables d'assumer ce que ses parents assumaient autrefois, d'incarner les rôles qu'il leur prescrivait de jouer. Cette quête le pousse quelquefois dans les bras des prosélytes. Elle le pousse à devenir fanatique, elle le pousse à devenir fan de grands frères, elle le pousse à confier à ses alter-ego, au groupe de ses pairs, le soin d'incarner pour lui ces figures paternelles d'autorité, de référence, de définition des normes qu'autrefois il confiait à son père. Tout d'un coup, ce n'est plus la loi de son père qui prévaut, c'est la loi du groupe qui va prévaloir. Cette quête, elle prend aussi la forme d'une quête amoureuse, trouver dans la symbiose à un autre semblable à soi, à un autre à son image, l'élément qui nous manque. Ce manque et cet appel le pousse quelquefois à colorer sa quête amoureuse d'une véritable volonté de symbiose, de fusion. Trouver dans l'autre son double et son complément antique, avec lequel on forme un, ou avec lequel on ne soit pas différencié, dont on ne se différencierait pas, qui viendrait vous combler pour toujours du manque de ces images intérieures qui ont été trahies par les figures parentales initiales. C'est la quête passionnelle de l'adolescence, mais c'est une quête tournée uniquement vers soi, c'est une quête de symbiose et d'agrippement, ça ne sera pas l'élection amoureuse ultérieure. Cette quête est aveugle de l'autre, elle est réflexive, rapportée à soi-même. Mais l'adolescence, c'est l'époque des grandes passions amoureuses. C'est l'époque de Tristan et Iseult, de Roméo et Juliette. Et puis c'est l'époque aussi d'Ondine et de sa volonté de ne former qu'un avec son Seigneur et Maître, comme dans les mots de Giraudoux.
Mais cette quête de passion, cette quête passionnelle, cette quête d'un double, cette quête de l'autre semblable à soi auquel on confierait le soin d'être un référent paternel, a aussi un avantage. Elle n'est pas que sombre et elle n'est pas morbide. Elle situe à l'extérieur de l'enfant des images analogues à la sienne, auxquelles il confie le soin d'incarner ses figures intérieures. Il va se passer une révolution psychique. Comprenant qu'à l'extérieur de lui se trouve un semblable qui lui ressemble et qui forme cette sécurité dont il a besoin, il va l'introjecter en lui, placer ce qu'il confiait à l'extérieur de lui, il va le placer définitivement en lui et s'assurer en lui-même d'une base de sécurité intérieure qui n'a plus besoin de fonctionner sur le mode projectif et de l'incarnation. Il ne va plus prêter à autrui le soin de s'assurer lui-même une suffisante autonomie psychique. Il va passer du mode de la projection à un mode de transfert, c'est-à-dire qu'il va réintégrer les imagos parentaux en lui, alors que la crise adolescente commence par le désespoir de les trouver sans figure capable de les incarner. Il les réintègre en lui et peut s'assurer lui-même et devenir véritablement adulte. Et quand il choisira des figures parentales de substitution, ce ne sera jamais des figures totales, mais des figures par morceaux. L'adolescence est bien une perte de représentation parentale qu'on porte en soi et qui était incarnée dans les figures de nos parents. Et on sort de l'adolescence en instituant pour toujours cet objet qu'on croyait perdu en soi, en l'y amarrant profondément et en le transférant quelquefois dans des figures qu'on aura rencontrées ultérieurement et auxquelles on va confier tel trait maternel ou tel trait paternel en fonction de notre histoire. Tu es pris, hein, cette fois. Ah, mes corps, Tu ne te débats plus. Tu ne fais plus tes jeux de voix et de jambes. je suis perclus de bonheur. Il a bien fallu 20 minutes. Le prochain demande 30. Il a fallu toute ma vie, oui. Depuis mon enfance, un hameçon m'arrachait à ma chaise, à ma table, à ma barque, à mon cheval. Tu me tirais à toi. C'est au cœur qu'il est. Pas aux lèvres, pas au gras de la joue. Trop loin pour que jamais tu le détaches. C'est trop demander de quitter nos métaphores de poissons. De me dire que tu m'aimes. Non. Voilà. Je te dis que je t'aime. Tu l'as déjà dit. J'ai déjà dit un mot semblable, mais qui était le contraire. Tu l'as dit souvent. À toutes celles que je n'aimais pas. Détail. Dis-moi mes victoires. Dis-moi qui tu abandonnes pour moi. Rien, presque rien. Toutes les femmes. Les méchants, les indignes, les barbus. Les bonnes, les belles. Oh Hans, je voudrais t'offrir l'univers. Et voilà que j'en retire déjà la plus belle moitié. Un jour, tu m'en voudras. Elles ne sont rien à côté de toi. Et tu les verras. Et où les verrai-je? Là où elles sont. Dans les manèges, sur la margelle des ponts, chez les Grecs au velours. Nous partirons demain. Tu veux que nous quittions notre maison? Notre lac? Je veux que le monde voie ce qu'il possède de plus parfait. Ne sais-tu pas que tu es ce qu'il possède de plus parfait? Oh, je m'en doute. Mais le monde a-t-il des yeux pour le voir? Je ne veux pas que vous continuiez à vous ignorer l'un l'autre. Et toi aussi, tu le verras. C'est très beau, Ondine. Le monde. Oh Hans, du monde il n'y a qu'une seule chose que je voudrais savoir. Ce qui tombe dans le monde. Que veux-tu dire? Un roi et une reine qui s'aiment, se quittent-ils? Je te comprends de moins en moins. Mais je m'explique. Prenons les chiens de mer. Je n'aime pas spécialement les chiens de mer. On croit toujours qu'ils sont roués et ils ne le sont pas. C'est qu'ils ont des cordes vocales. Et comme ils ouvrent toujours la bouche, ben, le sel sèche leurs bronches. Tu divagues avec tes chiens de mer. Non, non. C'est un exemple. Les chiens de mer.
Une fois qu'ils ont formé leur couple, ils ne se quittent jamais plus. À deux doigts l'un de l'autre, ils nagent des milliers des lieues, sans jamais que la tête de la femelle reste plus d'une tête en arrière. Est-ce que le roi et la reine vivent aussi proches, la reine légèrement en retrait, comme il se doit? Ce serait difficile. Le roi et la reine ont chacun leurs appartements, leurs jardins, leurs voisins. Quel mot effroyable que le mot chacun. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun leurs occupations, leurs loisirs. Mais les chiens de mer aussi ont des occupations bien distinctes. Ils doivent se nourrir, ils doivent chasser, poursuivre des milliards de harengs qui se dispersent devant eux en milliards d'éclairs. Ils ont des milliards de raisons de s'en aller, l'un à droite, l'un à gauche, et pourtant ils ne se quittent pas d'un pouce. Une raie pourrait passer entre eux. Je crains fort que 20 baleines puissent passer entre le roi et la reine. Le roi doit surveiller ses ministres, la reine ses jardiniers. 2 courants les emportent. Ah mais, parlons-en des courants. Les chiens de mer ont affronté 100 courants. Il en a des glacés, il en a des froids. Les chiens de mer pourraient aimer les froids et les chiennes de mer pourraient aimer les chauds. Des courants plus forts que flux et reflux qui écartèlent les navires. Et pourtant, ils n'écartent pas d'un pouce mâles et femelles chiens de mer. Cela prouve que les hommes et les chiens de mer sont 2 espèces différentes. Mais toi, Hans, tu ne me quitteras pas d'une seconde, pas d'une aune. Depuis que je t'aime, ma solitude commence à 2 pas de toi. Oui, Ondine. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on associe ces textes à une époque. Ils sont atemporels. Le vers, Ils sont intemporels. Oui. le vers de le mal de vivre, ça c'est pas romantique. Mais un grand sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez tout espoir, dormez toute envie. Je ne vois plus rien, je perds la mémoire du mal et du bien. À la triste histoire, je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau. Silence, silence. C'est très contemporain. Parce qu'on connaît surtout les sanglots des violons de l'automne. Oui, celui-là, je pense ça, oui. Celui-là, non. Mais c'est vrai que c'est tellement... C'est tellement précis. Ça fait... C'est épuré, quoi. C'est en ça que c'est moderne. Verlaine, c'est une expression extrêmement moderne. Parce qu'il n'y a pas de mot de trop. Il y a... C'est... Tes cheveux bien courts, ouais. Je suis le ténébreux, le veuve, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée, fort noire de la mélancolie. Ça c'est magnifique. C'est marrant, moi, c'est le poème, je l'ai toujours su par cœur sans jamais l'avoir appris. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien parce que c'est des mots qui résonnent pour eux-mêmes. Mais je pense que, et ça, évidemment, ça s'est incrusté dans ma tête vers 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est vraiment l'adolescence. Mais l'adolescent a le goût de mots qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est vrai. Mais c'est pas lié au 19e siècle, quoi. C'est des mots... Le Tréamont, d'ailleurs, c'est si peu lié à son époque qu'il n'a pas été lu à son époque. Le Tréamont, c'est l'auteur maudit par excellence. C'est un tournant, c'est une révolution littéraire. Ça prépare le surréalisme. Et il n'a pas fait de carrière scolaire. Il n'a jamais eu une reconnaissance très relative. Pas très relatif, il est... Même
même j'ai l'impression qu'actuellement, on l'oublie un peu. Ah oui, oui. Mais pourtant, avec Céline, c'est deux révolutions littéraires. On n'écrit plus de la même manière après le Tréamont et avec Céline. Et d'une certaine manière, il y a des points communs entre les deux. Entre l'anarchiste de droite et le nihiliste. Céline, j'ai pas osé prendre Céline parce que on en parle trop, oui. Hein? Pour dire des tas de bêtises et on dit beaucoup de bêtises. Oui. Mais il m'arrive de faire lire Céline, bien avant qu'on en parle, de faire lire Céline, Voyage au bout de la nuit à des adolescents. J'utilise énormément la littérature avec eux. Comme ils ne parlent pas. Parce que ce qui rend la thérapie difficile avec un adolescent, c'est qu'il est silencieux. Un enfant vous parle, un adulte vient pour vous parler, un adolescent est silencieux. Donc on peut se contenter de leur silence, leur donner un crayon et un papier comme on le fait avec les enfants, ça ne marcherait pas. Donc je leur donne des choses à lire. Et après ils en parlent Ils en parlent. Après ils en parlent. Et oui, ils sont très étonnés. Il y a un adolescent qui avait été, qui faisait du snap, je sais pas quoi, enfin, des poèmes de rue. Et je lui demande de me les faire lire. Un propos très eschatologique, enfin, très fin du monde, apocalyptique. Et je lui dis, bah, tu sais, je connais un snapper qui te plairait beaucoup, et je lui ai fait lire Les Chants de Maldoror. Il a été totalement déstabilisé. Il m'a dit, ah bah oui, c'était encore plus eschatologique et apocalyptique que ces propos. Mais c'était sublimé. Et à partir de là, il a accepté de me parler des motifs et de ses intentions. Et cette chose qui le surprenait surtout, de ne pas pouvoir s'expliquer à lui-même les mots qui lui venaient à l'esprit. Parce qu'il y a vraiment l'invention d'une langue chez un adolescent. C'est une langue qui renaît. Et ça le brutalise de ne pas avoir les mots qu'il avait autrefois comme des habitudes, et d'en avoir de nouveaux qu'il ne comprend pas tout à fait quand il les exprime, qui sont à côté de ce qu'il voudrait dire. Et ces mots, ça amène soit le silence, soit le repli sur soi, soit une extraordinaire aventure poétique. Et ce qui est vrai au niveau individuel, parce que les grands poètes l'ont été à l'adolescence, c'est comme les mathématiciens. On est poète adolescent. On l'est ensuite par habitude acquise ultérieurement, mais les grands poèmes et les grands poètes l'ont été à l'adolescence. Ce qui est vrai des individus et d'une génération. Chaque génération renouvelle le stock lexical. C'est les adolescents qui font bouger la langue, pas les adultes. Voilà. Bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Ça aurait été mieux si elle avait été comme ça dans toute la partie. Oh, Mais... oui, ça, t'inquiète pas, ça se verra quasiment pas. Au final. mais c'est vrai que c'est impressionnant ces lumières.